resterons-nous toujours humains? Nous vivons aujourd'hui dans une société où la technologie fait de plus en plus partie de notre quotidien. En effet, quasiment plus personne ne se verrait vivre sans téléphone à sa main, alors qu'il y a quelques années, rien qu'en avoir un fixe chez soi était déjà incroyable. Mais alors concrètement, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Est-ce que ces expériences ont toujours fait consensus dans la société? Depuis combien de temps l'homme cherche-t-il à s'améliorer et est-ce que cela a toujours été une réussite? Bienvenue dans ma première vidéo. Depuis très longtemps, l'homme cherche à dépasser sa condition initiale, quitte à renier son humanité. Dans les mythes antiques, l'homme rêvait de se transformer, et ses rêves ont pris la forme de mythes, où les dieux et les héros incarnent l'obsession humaine pour la puissance, l'immortalité et la connaissance. J'aimerais vous parler notamment de deux histoires, celle de Prométhée et d'Icare. Commençons par Prométhée. Dans cette histoire, Prométhée était chargé par Zeus de donner des caractéristiques aux hommes. Seulement, toutes les caractéristiques physiques telles que les poils, les plumes, les becs, les griffes acérées avaient déjà été données aux animaux. Il ne restait alors aux humains plus rien. C'est ainsi que Prométhée décida de voler le feu à Héphaïstos et la maîtrise des arts à Athéna pour les offrir aux hommes, qui devient par conséquent une extension de notre corps, une technologie primitive qui nous rend supérieurs aux autres créatures. Mais ce don représente aussi une transgression. Déjà, l'idée que de dépasser nos limites aurait un prix. L'autre exemple que je voulais vous donner était celui d'Icare et de ses ailes artificielles. Icare, avec les ailes fabriquées par Dédale, incarnerait le rêve de voler. Ces ailes sont une prothèse, une invention humaine pour imiter les dieux et les oiseaux. Mais en s'approchant trop près du soleil, il finira par chuter. Ce mythe illustre à la fois la fascination pour l'augmentation, mais aussi les risques que cela pourrait entraîner. Ces exemples montrent par conséquent que l'homme a toujours voulu acquérir plus que sa simple condition d'homme. On peut trouver un écho de ces mythes dans les recherches actuelles. Parmi les nombreuses expériences et recherches actuellement menées, il y en a 4 qui m'ont très fortement marqué. Tout d'abord le Neuralink. Alors oui, vous le connaissez très certainement. C'est un implant cérébral censé permettre de pouvoir contrôler un ordinateur uniquement par la pensée. L'un de ses objectifs serait également de permettre à un individu d'apprendre plus de choses, comme une sorte de stockage externe. Et récemment, ce dispositif aurait permis à des paraplégiques de pouvoir jouer à des jeux vidéo avec leur esprit, simplement en pensant à ce qu'ils souhaitaient faire. Une deuxième avancée qui a retenu mon attention est celle des exosquelettes. Alors oui, encore une fois, on en voit passer partout, mais la plupart vise simplement à alléger le travail du corps humain, sans pour autant permettre à des personnes de pouvoir se déplacer à nouveau. En gros, ils ne permettent que de soulager le travail, sans pour autant permettre de rendre l'utilisation de ses jambes à une personne handicapée. Mais récemment, on a vu apparaître ceci, le Vlacon Suit F1. Un exosquelette permettant à des personnes paraplégiques de pouvoir marcher de nouveau. Celui-ci s'enroulerait directement autour des jambes du patient et de son corps. Par ailleurs, celui-ci peut même se diriger jusqu'au patient pour éviter qu'il ait à se déplacer. Imaginez pendant un instant la combinaison des deux. Le Neuralink permettant de contrôler les jambes de l'exosquelette par la simple pensée. Un dernier implant que je souhaitais présenter est celui de l'œil bionique. Et qui ressemble à ça. Oui, on est assez loin de l'image que l'on en a habituellement dans les films et les séries. En effet, c'est une prothèse implantée dans l'œil qui utilise une petite caméra fixée sur des lunettes, transforme les images en signaux électriques et les envoie à un implant posé sur la rétine. Toutes ces informations seront ensuite conduites jusqu'à d'autres implants disposés sur le cerveau jusqu'au cortex visuel préfrontal. Mais les innovations actuelles ne se limitent pas que au handicap physique. Est-ce que vous avez déjà joué à The Last of Us ? En résumé, l'humanité a été infectée par un champignon du nom de Cordyceps, transformant chaque homme contaminé en zombie. Et même si cela ne peut ne paraître être que de la science-fiction, ce champignon existe.
Et oui, c'est un champignon qui a pour attribut de pouvoir prendre le contrôle de fourmis et d'arachnides afin de les emmener sur un point en hauteur et de les laisser mourir. Ainsi, ce champignon peut continuer de se développer. Et si je vous disais que l'homme fait actuellement des expériences sur ce champignon, mais dans quel but ? Le cordyceps permettrait de soutenir la production d'énergie qui affecte également la fonction cérébrale. Pour le dire plus simplement, celui-ci servirait comme d'une batterie de secours permettant d'alléger le travail du cerveau. Ainsi, celui-ci recevrait plus d'oxygène, permettrait d'enregistrer plus d'informations en les traitant plus rapidement. Finalement, ces innovations permettraient de transformer notre corps en le rendant plus performant, même si pour l'instant, on s'en sert surtout pour soigner des maladies ou des handicaps. Si jusqu'ici nous avons présenté des expériences vues comme bénéfiques, certaines n'ont pas eu cette même légitimité et sont même très controversées dans la société. Je voulais vous présenter l'exemple de He Jiankui, un chercheur chinois en biophysique, ayant réalisé des expériences sur des mutations génétiques. Avant tout, il est nécessaire de comprendre le principe de la technologie du CRISPR. Élaboré par deux chercheuses, Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna, le CRISPR permettrait de séparer l'ADN à l'endroit que l'on souhaite. Puis, on y ajoute une autre molécule d'ADN. Celle-ci va permettre de réparer l'endroit de la séparation en intégrant le génome voulu. C'est ce que l'on appelle un processus de réparation homologue. Ce processus avait déjà été expérimenté sur deux singes, du nom de Ning Ning et Ming Ming. Mais alors, quel est le rapport avec notre chercheur ? Le chercheur chinois aurait utilisé cette technologie afin de créer des bébés génétiquement modifiés, pour notamment qu'ils soient plus résistants au VIH, un virus à l'origine du sida. C'est ainsi que seraient nés le 26 novembre Lulu et Nana. Finalement, le chercheur aurait été condamné à 3 ans de prison pour avoir illégalement procédé à la manipulation génétique d'embryons à des fins de reproduction. Puisque nous pouvons le faire, devons-nous forcément le faire ? Prenons l'exemple du film Bienvenue à Gattaca. Ici, on laisse la possibilité aux parents de choisir entre l'élaboration de bébés génétiquement modifiés ou bien alors par une voie de procréation plus naturelle. Toutefois, ces bébés dits naturels sont vus comme des marginaux par la société et considérés comme inférieurs. Cela créant par conséquent des disparités entre les personnes en capacité de financer ces reproductions et ceux ne le pouvant pas. La possibilité de choisir son enfant ainsi que ses facultés pose d'énormes questions éthiques. Est-ce que l'on risque d'engendrer une société divisée ? Des parents devraient-ils avoir le choix de leur enfant ? La modification génétique pourrait-elle être utilisée à des fins militaires ou politiques, comme la création de super soldats ? Un autre exemple que j'aimerais aborder est celui de l'histoire de l'homme-oiseau, Franz Reichelt. Franz Reichelt était un tailleur. Il travaillait sur un prototype de costume parachute destiné à permettre à un homme de sauter d'une grande hauteur en toute sécurité. C'est ainsi que le 4 février 1912, tôt le matin, Reichelt monta sur le premier étage de la Tour Eiffel. Et après une hésitation, et on le comprendra, il se jeta dans le vide. Le costume ne s'ouvrit pas correctement et il s'écrasa au sol. Il ne serait par ailleurs pas mort à l'impact, mais d'une crise cardiaque dans les airs. La scène, choquante, a été filmée et diffusée, contribuant à la notoriété tragique de cet événement. Des exemples d'expériences controversées, on en retrouve plein dans l'histoire. Que ce soit l'unité 731, qui menait des expériences de vivisection sans anesthésie, ou encore la CIA qui aurait pratiqué des expériences sur des humains. Depuis les premières prothèses jusqu'aux implants neuronaux les plus sophistiqués, l'histoire de l'humanité est celle d'un corps en perpétuelle transformation. Rester humain n'est pas un état figé, mais un processus continu. Notre humanité se manifeste par des choix. Comment nous traitons les autres ? Quelles limites nous posons à la recherche et au pouvoir ? Quelles valeurs nous défendons collectivement ? Chaque expérience, chaque innovation, même tragique, montre que nous pouvons apprendre, instituer des règles et réparer. Autrement dit, nous resterons toujours des hommes, car ce sont nos échecs et nos évolutions qui nous rendent humains.